Au cours de ce mandat, les élus corinthiens ont fait le choix de se lancer dans une démarche de valorisation du patrimoine. Et le choix a été fait de réaliser en associant un maximum de personnes autour de ce projet, notamment évidemment la population, mais aussi les élèves et les enseignants de l'école, et enfin de nombreuses associations, dont la Fondation Varenne, mais aussi la Fondation Albert Monnier. Un grand nombre de partenaires se sont joints à nous pour travailler sur cette valorisation du patrimoine dans toutes ses formes, que ce soit le patrimoine bâti, mais aussi naturel, immatériel, mémoriel. Donc nous avons travaillé notamment avec Bernard Chalier, président de l'association Fonds de Vie, qui a, de 1975 à 2002, réalisé un certain nombre d'expositions et d'événements culturels. Alors, en 1963, je revenais d'Algérie et j'ai été nommé en Seine-Saint-Denis en tant qu'enseignant. Et tout de suite, j'ai été adhérent et membre de l'Union des arts plastiques de Drancy. Donc, je participais chaque année à la mise en place de ces expositions et ça me plaisait bien. Donc, en 1975-16, j'ai dit il faut qu'on fasse quelque chose pour elle, il n'y a rien. Alors, comment je fais? J'avais arrangé ces locaux-là. Ils étaient vides à l'époque, j'ai dit tiens, je vais faire une exposition dans mes locaux personnels. Effectivement, j'ai trouvé quelques copains qui m'ont prêté quelques toiles et j'avais quelques objets d'artisanat local qui à l'époque étaient de belle qualité. Voilà donc ce qui m'a motivé pour faire la première exposition ici. Donc le musée s'étant intéressé à cette première exposition, on s'est dit avec M. Fouilleron, le conservateur de l'époque, on va faire une association pour pérenniser les expositions. Et là, avec quelques habitants du village, nous avons créé l'association Fonds de Vie. Et à partir de là, nous avons fait des expositions tous les ans, dans le four banal qui avait été mis à notre disposition par la municipalité. Et les premières expositions ont été faites à l'aide de documents ethnographiques du village. C'est-à-dire des photos que je récupérais dans les familles et présentées après accrochées au four. Les thèmes, il y en a eu plusieurs, il y a eu le village au travail, il y a eu les costumes, les personnages, les animaux, l'homme et l'animal, une très belle exposition à mon sens, et d'autres sur des lieux typiques comme une exposition sur la source minérale et une exposition sur la gare. Bon, ça a tenu quelques années, après on avait fait un petit peu le tour, et j'en suis revenu à mes premières amours peut-être, c'est l'exposition de toiles de peintres locaux. Alors parallèlement, ou en même temps du moins, il y avait une présentation d'objets artisanaux. Donc vous pouvez trouver des céramiques de Madame Berger, des objets en bois, des coffins, des coffrets, des broderies. Un grand projet a été mené par la municipalité qui a notamment regroupé des habitants. C'est un projet participatif puisqu'il y a eu des collectes de mémoire, il y a eu également la participation des habitants, que ce soit les adultes ou les enfants à l'école. Et l'idée était de mettre en valeur ce patrimoine via des actions concrètes comme une exposition de photos ainsi qu'un livret patrimonial qui est participatif puisque toutes les infos ont été collectées par les habitants. Et ensuite, une autre idée a été de mettre en valeur ponctuellement certains éléments du patrimoine, comme par exemple le corbillard et son abri, ainsi que le cimetière, après avoir déjà mis en valeur le four. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, le convoi mortuaire, c'est-à-dire le moment où on portait le défunt que l'on veillait chez lui jusque vers l'église, puis ensuite jusqu'au cimetière où il devait reposer, était fait à bras d'hommes. C'était la force des hommes qui permettait de porter le cercueil jusqu'à l'église, puis au cimetière. À partir du 19e siècle, essentiellement, on commence petit à petit à s'autoriser la traction animale. C'est à peu près en 1910 que Corin s'équipe d'un tel corbillard qui tire son nom des péniches qui autrefois faisaient le convoi entre Corbeil et Paris pour pouvoir d'abord acheminer des marchandises, mais également pour acheminer les morts en temps d'épidémie pour pouvoir évacuer les corps au plus vite.
Mais en tout cas, l'histoire de ce corbillard ainsi que du cimetière montre un petit peu l'évolution de la société, puisqu'on est très rapidement passé aux voitures automobiles à partir des années 1930, mais dans les campagnes du territoire, c'est plutôt à partir des années 1960 que l'usage du corbillard tiré par les chevaux s'arrête. Ici à Corin, la dernière fois qu'il a été utilisé, c'était en 1956. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Les premières années, c'était à peu près la seule exposition qu'on trouvait dans les villages. Il n'y avait pas grand-chose dans les villages autour, donc pas de concurrence. Et avec la publicité que faisait le musée d'Auvergne, parce qu'on travaillait avec le musée d'Auvergne, donc les gens qui passaient au musée d'Auvergne avaient un dépliant automatiquement de l'association Fonderie pour venir à Corin. Donc ça a amené, dans les premières années, pendant au moins 10-15 ans, pas mal de visiteurs. J'ai eu compté jusqu'à 1000 visiteurs par saison, ce qui était beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que j'en retiens? Une satisfaction personnelle, parce que j'avais l'impression de participer un peu à la vie du village, même si parfois je n'ai pas été très bien compris. Bon, j'étais toujours un peu provocateur. Aussi, bien évidemment. Mais bon, le résultat, c'est que on revoit maintenant, on peut refaire une exposition avec ces documents qui sont devenus propriété du musée. Non seulement ces documents, mais aussi tous les négatifs de ces documents, ils sont au musée. Qu'est-ce que ça vous a fait de revoir justement les photos qui étaient Eh bien, conservées? ça m'a surpris qu'on les ressorte, parce que ça fait quand même 45 ans, ou 50 ans pour les plus vieilles. Et j'étais bien content de les revoir. Et alors, vous avez eu l'occasion de rencontrer aussi les jeunes de l'école pour justement faire le... Ah oui, choix de ces oui, effectivement, j'ai rencontré en mairie là, les enfants en deux groupes. J'ai trouvé des enfants policés, attentifs. Mais il y en a un qui vous a fait une petite remarque. C'est vrai. Oui. Il m'a dit, mais comment vous savez ça, tout ça, vous? J'ai dit, parce que je suis un peu plus âgé, que j'ai un peu de mémoire. Et qu'on va chercher, on lit, on se documente. Et c'est ça aussi que j'aimerais transmettre aux jeunes qui cherchent. Qu'ils soient curieux. Il faut être curieux, effectivement. Donc on est face là au trésor de Corin. C'est un trésor qui vient de la source Fondevie qui a été découverte au XIXe siècle et qui a recelé une multitude de pièces, qui est un très bel exemple à la fois des dépôts monétaires qui pouvaient se faire à l'intérieur des sources, qui est tout à fait comparable à ce que l'on pourrait avoir aujourd'hui avec les fontaines dans lesquelles on va lancer des pièces. Il y a également des pièces plus remarquables, comme par exemple ce type d'ex-voto. On en a plusieurs qui ont été découvertes à l'intérieur de la source Fondevie. Et c'est un formidable témoignage de tout l'intérêt que l'on avait pour les sources à l'époque gallo-romaine. Le trésor de Corin, c'est l'un des grands trésors qui est conservé à l'intérieur du musée de la Haute-Auvergne. Trésor à la fois parce que c'en est effectivement un, mais également parce que c'est un témoignage archéologique de premier plan sur le territoire. On peut avoir, par exemple, des petites fibules comme celle-là. Donc les fibules, ce sont des épingles à nourrice qui servaient à accrocher les vêtements. Nous conservons également de ce trésor un miroir en bronze. Donc voici ce que l'on a aujourd'hui. Il faut imaginer que ce disque de bronze était complètement poli et permettait de pouvoir refléter l'image de la personne qui le regardait. Et puis nous avons également un grand nombre de pièces qui nous permettent de pouvoir dater précisément les moments d'utilisation de cette source Fondevie. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous parle des collections, de ce qui a été trouvé à la source à la fin du 19e siècle. Des petits bracelets très fragiles qu'on a essayé de conditionner pour les conserver au mieux. Et 102 monnaies qui ont été inventoriées, qui ont été analysées
et un marteau qui est assez intriguant, qui est marqué comme étant fabriqué avec le manche fabriqué avec les éléments de bois de la cuve de l'ancienne source approuvée, avec une datation au carbone 14 ou en dendrochronologie. Oui, parce qu'en fait, c'était tout l'intérêt de cette exposition, c'était de montrer qu'un village, même petit, est en capacité de pouvoir mener des actions qui semblent normalement hors de portée de ces communes de cette taille-là. Et donc, avec l'ensemble des partenaires qu'il peut y avoir, que ce soit le Pays d'Art d'Histoire, les musées, les associations, etc., de voir qu'ensemble, on était capable de pouvoir faire de grandes choses et sans forcément avoir des moyens à allouer qui soient démentiels. Donc c'est un bel exemple pour le territoire et qui mériterait d'être suivi. Depuis 2022, nous travaillons avec un certain nombre de partenaires. Et cette année, nous avons fait le choix de réaliser 2 actions pour qu'elles perdurent dans le temps. La première a été la publication de ce livret patrimoine qui recense l'ensemble du patrimoine et qui fait aussi un appel à contribution pour qu'une future nouvelle édition soit réalisée en étant complétée. Et puis nous avons souhaité valoriser aussi la démarche qui a été la nôtre, qui est un peu moins habituelle, en présentant cette exposition, qui a le titre de « En quête de trésors », a vraiment pour objectif de raconter la démarche qui a été la nôtre pour valoriser le patrimoine communal. La démarche était de vraiment redécouvrir notre patrimoine communal